Je bouge en fait. Faites comme si j'étais pas là. Du coup, on peut commencer par les questions. On a plusieurs questions à vous poser. Donc, en premier, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'une centrale osmotique? Alors désolé, ouais. Non, ça va. Donc parce qu'il y a plusieurs types de centrales osmotiques. Mais en gros, l'idée générale, c'est l'inverse de la désalinisation. C'est-à-dire, vous voyez comment on a de l'eau salée et on veut faire de l'eau propre. En général, par exemple, on fait bouillir l'eau ou on fait passer cette eau salée à travers une membrane qui enlève le sel. Et donc, il faut fournir de l'énergie pour désaliniser. L'énergie de l'osmose, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a de l'eau salée et de l'eau qui n'est pas salée, on les mélange. Et ben, le fait de les mélanger, c'est exactement l'inverse de la désalinisation. Ça peut libérer de l'énergie. Et donc, les centrales à désalinisation, ils cherchent, alors il y a différents principes technologiques, mais ils cherchent en général à utiliser le fait que, naturellement, le sel dans l'eau va vouloir aller vers le sel où il n'y a pas d'eau. Je m'en peux pas out là. L'eau salée, le sel qui est dans le réservoir où il y a de l'eau salée, va vouloir généralement se mélanger un peu partout, en fait. Ou une autre façon de le voir, c'est dire, si j'ai un endroit où j'ai de l'eau très salée, et je le mets en contact avec de l'eau peu salée, l'eau peu salée va aller diluer au maximum l'endroit où il y a de l'eau salée. Donc le système veut toujours diluer, en fait. Et donc, par exemple, il y a une méthode assez simple qui est, on met, par exemple, on a de l'eau de mer qui arrive, et de l'autre côté, on a de l'eau de rivière. Et on les met en contact avec une membrane qui laisse passer l'eau, mais pas le sel. Donc, c'est une membrane comme pour la désalinisation. Et en fait, donc, naturellement, ce que veut faire le système, c'est diluer la partie salée. Donc en gros, l'eau, elle veut être la même des deux côtés. Et d'un côté, il y a que de l'eau pure, donc il veut diluer l'autre côté. Donc naturellement, il va y avoir de l'eau qui va aller d'un réservoir à un autre. Et donc ça fait un flux d'eau. Et ce flux d'eau, si ça s'écoule, évidemment, il peut faire tourner une turbine. Et s'il fait tourner une turbine, il crée l'électricité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la PRO. C'est les membranes, ça s'appelle Pressure Retarded Osmosis, c'est un mot un peu barbare, mais c'est une des membranes, par exemple, qui a été, une des façons qui a été utilisée par une entreprise qui s'appelle Statkraft, que vous avez peut-être dû voir en Norvège. Donc ils ont essayé cette méthode-là. Et donc là, dans ce cas-là, c'est l'eau qui bouge et pas les ions. Alors, il y a une autre façon de faire qui s'appelle la RED, Reverse Electrodialysis. Et donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que naturellement, les ions, ils veulent aller, une nouvelle fois, c'est toujours cette idée que si j'ai un endroit où j'ai beaucoup de sel au milieu, et ça veut aller diluer, le sel, naturellement, va vouloir aller un peu partout. Donc cette R&D, ils utilisent ça en disant, d'un côté, je mets une membrane qui laisse passer que les ions positifs. Et de l'autre côté, je laisse passer que les ions négatifs. Je mets un sandwich de membrane comme ça. Donc j'ai l'eau de mer très salée au milieu. Deux membranes, une il laisse passer que les rouges et l'autre elle laisse passer que les bleus. Donc naturellement, les rouges vont aller d'un côté, les bleus vont aller de l'autre côté. Et si on sépare les ions, on crée l'électricité. Donc ça s'appelle la R&D. Donc ça, il y a une usine pilote qui est en Hollande, à un nom imprononçable, en Scrunch, et qui utilise ça, en fait, qui utilise les polders hollandais. C'est avec, d'un côté, il y a la mer, et de l'autre côté, il y a une énorme anse avec de l'eau pas salée, en fait. Donc ça, c'est les deux grandes technologies actuelles. Et celle de Statkraft, et pour l'instant, elle est mise en veille, cette techno, parce que en fait, ces technologies qu'ils utilisent, elles ne fonctionnent pas assez bien. C'est-à-dire qu'elle produit. À la fin, ce qu'on voit, c'est combien d'électricité on produit par mètre carré de membrane. Donc, il faut des membranes, à un moment donné, dans ces deux cas. Et typiquement, l'usine de Statkraft, elle crée quelques watts d'électricité par mètre carré de membrane. Donc, évidemment, pour avoir des mégawatts, il fallait des milliers et des milliers de mètres carrés de membrane. Donc ça, c'est faisable, c'est possible, mais c'était pas assez rentable commercialement. Celle de Hollande est plus performante, et donc ils ont passé le seuil commercial. Donc, mais là, ils sont très secrets. Hein. Enfin, ils développent ça, mais ils donnent pas trop de détails. Voilà.
Et voilà, et nous, juste pour finir, c'est que nous, on a fait des recherches où on a découvert des phénomènes un peu différents, avec des membranes. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est ni la technologie 1 ni la technologie 2, c'est quelque chose de différent. Enfin, on a une autre façon de faire qui utilise des membranes mais très différentes. Et on a pu voir, par exemple, qu'on pouvait monter jusqu'à plusieurs milliers de watts par mètre carré. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que les technologies actuelles. Donc voilà, donc c'est pour dire que voilà, pour l'instant, il y a des technologies qui ne marchent pas bien, mais voilà, si on était, c'est pas une fin en soi, c'est pas gravé dans le marbre, on peut aller au-delà avec des nouvelles technologies. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui. Mais il y a quelque chose en France aussi, non? C'est-à-dire où c'est à l'essai, à Rennes, non? Alors à Rennes, c'est la start-up qu'on a montée. Oui. Et effectivement, là, ils développent les membranes pour ce genre de choses. Oui. C'est en utilisant le type de découverte qu'on a faite à Rennes. D'accord, mais c'est pas encore, on ne peut pas encore parler d'usine ou d'installation ou de pré. Non. C'est vraiment un labo pour l'instant. Voilà, c'est un labo de développement et voilà. Okay. Ils cherchent. Ouais. D'accord. Alors, pour quelles raisons avez-vous choisi les énergies renouvelables et l'osmose comme carrière professionnelle? Alors c'est plutôt l'inverse en fait. Dans un métier de chercheur, en fait, on ne sait jamais ce qu'on va faire dans 5 ans. Hein. Donc moi j'adore cette phrase. Il y a une phrase de Pasteur qui dit, en gros, dans les champs du possible. La nature, je vais retrouver la phrase et je vous la donnerai, mais la nature s'offre aux esprits éclairés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, en recherche, c'est ça, c'est cette idée que on travaille sur des choses. On ne travaillait pas du tout sur les énergies renouvelables au début. On travaillait sur des sujets très fondamentaux de transport dans des tout petits tubes, ça s'appelle des nanotubes. Donc on a développé des expériences autour de ça, et c'est ça vraiment notre intérêt, c'est de regarder comment les écoulements, comment s'écoulent les fluides quand on a des trous mais qui sont de la taille de quelques molécules. C'est ça ce qui nous intéresse. Et par une chance, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Serendipity en américain, on a eu un coup de bol, en gros. On a mesuré à un moment donné que si on mettait une différence de salinité à travers notre système, on mesurait des courants électriques énormes, beaucoup plus que ce qu'on attendait naïvement, en fait. Et donc c'était vraiment inattendu. Et puis après, on s'est rendu compte que on a compris, on a fait beaucoup d'expériences, on a compris, et c'est là on s'est rendu compte qu'après, ce truc-là pouvait être utile justement aux énergies renouvelables. Donc c'est plutôt dans le sens inverse, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Ça vous gêne si je pose une question? Parce que parfois il me viennent des questions pendant. Ça vous gêne pas dans votre organisation? Parce que j'ai oublié un peu ma chimie. Donc vous avez parlé de iones, ça vous paraît peut-être idiot, hein, mais donc le sel, c'est des iones. Oui, le sel, donc c'est du sodium et du chlore. En fait, c'est des ions. Ouais. Et donc typiquement dans l'eau de mer, il y a 0,3 grammes par litre, chose comme ça d'ions. Et donc voilà, donc c'est ça qui donne le goût salé. Ouais, ok, d'accord. Okay. Super. Alors, prochaine question. Oui, juste pour rebondir quand même, par rapport à ce que la question tout à l'heure du principe de l'énergie osmotique, pourquoi c'est intéressant, c'est que en fait l'osmose, par exemple, dans votre cuisine, vous pouvez faire de l'osmose. Hein. C'est ce qu'on, par exemple, quand on met du sel sur les concombres. Pour enlever l'eau, c'est de l'osmose en fait. Donc c'est très, très basique. Hein. L'osmose, il y en a partout. Le corps utilise vachement l'osmose en fait. Ouais. Et voilà, il y a plein de choses. Ouais. Et en fait, c'est que associé à l'osmose, il y a des forces et des énergies considérables. Et c'est ça qui est assez contre-intuitif. Typiquement, tout à l'heure quand je vous disais, si vous mélangez par exemple de l'eau de mer et de l'eau de rivière à travers cette membrane, la pression qui va s'exercer naturellement sur la membrane, c'est... alors, je ne sais pas si vous avez vu les pressions en cours de physique, mais c'est typiquement ce qu'on appelle 30 atmosphères ou 30 bars. Une pression de 30 atmosphères, c'est typiquement la pression qu'on a à 300 mètres de profondeur dans l'océan. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent d'un barrage de 300 mètres de hauteur. Donc c'est gigantesque. Et ça, vous le faites dans votre cuisine. Vous voyez, un molaire, l'eau de mer, vous mettez un peu de sel dans de l'eau, vous avez à peu près la concentration équivalente. Donc en fait, avec de l'eau salée, finalement, on arrive vite à des forces considérables. Donc simplement, ces forces considérables, c'est pas facile de les récupérer.
Donc c'est pour ça que il y a un énorme espoir. Mais c'est difficile pour l'instant il manque de technologie pour récupérer cette énergie. Un autre chiffre que j'aime donner, c'est si vous prenez... Alors, pour donner des chiffres, parce que là, vous voulez savoir un petit peu les énergies renouvelables, c'est quoi la vraie question pour les énergies renouvelables, c'est les chiffres. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut fantasmer sur plein de choses, mais à la fin, c'est les maths qui comptent. Et par exemple, pour l'osmose, si vous dites par mètre cube, comme je vous disais, voilà, il y a de l'énergie entre guillemets dans l'eau salée. En fait, dans 1 mètre cube d'eau salée, il y a ce qu'on appelle 1 kWh. 1 kWh, c'est l'énergie d'un radiateur de 1000 watts pendant 1 heure. Donc, c'est pas beaucoup par rapport à l'essence. L'essence, c'est 10 000 fois plus, voire même plus. J'ai oublié le chiffre exact, mais c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc, on peut pas faire mieux qu'un litre d'essence, ça c'est sûr, en termes d'énergie. Par contre, cette eau salée, il y en a beaucoup, beaucoup sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup par exemple, de fleuves qui s'écoulent dans l'océan. Et donc, ces fleuves qui s'écoulent dans les océans, c'est entre guillemets de l'eau propre, enfin de l'eau sans sel, qui va vers de l'eau salée. Et par exemple, si on prend l'Amazone, donc l'Amazone, je le prends comme exemple parce que c'est le plus gros flux qui existe sur Terre. C'est 200 000 mètres cubes par seconde. Donc c'est gigantesque en fait. Et bien, si vous multipliez ces 200 000 mètres cubes par seconde par 1 kWh, vous avez une puissance. Et cette puissance, c'est 1 terawatt. Et 1 terawatt, en gros, c'est l'énergie, entre guillemets, là on a cette eau salée qui rencontre cette eau non salée, il y a l'énergie qui se dissipe, qui est perdue en fait. Et 1 terawatt, c'est 1000 réacteurs nucléaires. C'est l'équivalent. Donc, évidemment, on ne peut pas récupérer ces 1000 réacteurs nucléaires. L'Atlantique n'est pas en train de bouillir, mais il n'en reste pas moins que cette énergie est perdue, en fait, quelque part. On ne peut pas toute la récupérer, ça c'est impossible. Mais par contre, si on en récupérait 1 millionième, ça serait déjà énorme. Et donc ça, je donne toujours cet exemple pour donner une sorte d'ordre de grandeur qu'en fait, il y a énormément d'énergie à récupérer de cette énergie osmotique. Et alors, typiquement sur Terre, évidemment, globalement sur la Terre, si on fait tous les estuaires, les rivières qui vont dans les océans, tout ça, des estimations grossières disent qu'il y a à peu près 2 terawatts à récupérer, c'est à peu près l'équivalent de 2000 réacteurs nucléaires. Sachant que sur Terre, actuellement, il y a 440 réacteurs nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire terawatt ? Oui, alors 1 terawatt, c'est 10 puissance 12 watts. Donc c'est un réacteur nucléaire, la puissance d'un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc giga, c'est 10 puissance 9. Wow. Donc c'est 1 milliard de watts. Voilà. Donc 3 zéros de plus. Voilà, il y a 3 zéros de plus pour le terawatt. Voilà. Wow. Oui, donc de façon générale, je me permets, oui. Si vous avez un doute ou quoi, vous pouvez demander plus d'explications. Hein, c'est un truc que vous n'avez pas compris et tout. Hein, c'est pas, oui, bien sûr, avec plaisir. Au contraire, je suis là pour ça. Ouais, profitez-en, parce que c'est pas tout le temps. Alors... En fait, vous avez déjà répondu à la question qui était écrite sur la liste de la page. La question, c'était: pensez-vous que l'expansion et le développement de l'osmose en France et dans le monde seraient possibles ? Alors, effectivement, moi je suis convaincu que c'est possible et c'est même nécessaire parce que effectivement, c'est une source qui n'est pas du tout exploitée actuellement. Et donc il faut l'utiliser. Par contre, clairement, là on est dans une phase où les technologies sont pas encore inventées. C'est-à-dire je vous ai parlé de cette usine pilote Statkraft qui est en veille parce que ça marche pas bien. Vas-y. Hein ? Je peux interrompre ? Oui, vas-y. Vas-y, Pardon. Un collègue et ami de San Diego. Qui est professeur. Mais vous êtes très international ici. Là. C'est super. Mais il est français. Hein. Ah d'accord. Vous avez ça vos interviews. Vous pouvez mettre une lumière rouge. Ouais. Et donc j'étais en train de dire que les technologies actuelles sont pas suffisantes en fait, et donc il y a celle de Hollande là qui commence à dire c'est possible, ça peut peut-être marcher.
Il y a au Japon aussi. Nous, on est parti, voilà, on a trouvé ces nouveaux phénomènes. Il faut on a créé une start-up en fait, donc c'est celle de Rennes là, dont vous parliez. Et pour ça nous permet de dire, on essaye de passer de la recherche académique à arriver à un stade qui est pré-industriel. C'est-à-dire à un moment donné, c'est un très long processus, vous voyez, pour passer d'une idée à une entreprise. Et la start-up, c'est un peu le processus intermédiaire. C'est l'étape intermédiaire qui permet de faire des prototypes, qui permet de convaincre les industriels, ça marche effectivement, on arrive à le faire à un stade qui peut vous intéresser, et à ce moment-là, la technologie maintenant ça vaut le coup de mettre 10 millions d'euros, 20 millions, 100 millions d'euros pour aller plus loin. Mais, donc là, c'est une des étapes pour arriver à ça. Combien de temps ça pourra mettre pour fonctionner, en fait, pour être rentable? Donc là, typiquement, dans le cahier des charges, la start-up, elle doit faire un prototype d'étape d'ici 3 ans. Donc c'est un petit prototype, je veux dire, c'est un prototype vraiment à échelle, mais qui donne une faisabilité, en fait. Et après... ça peut mettre 10 ans de plus. Ça, c'est difficile à... Ça dépend aussi des investissements qui sont mis dedans, en fait. Bien sûr. Donc ensuite, y a-t-il des conséquences environnementales à l'installation d'une centrale à osmose? Donc, en pratique, non. Non, parce qu'en fait, par exemple, je vous dirai après, nous en fait, finalement, dans les centrales osmose, la start-up, par exemple, elle vise pas vraiment les centrales à osmose, elle vise plutôt la désalinisation, qui a un autre problème, c'est l'accès à l'eau fraîche, enfin à l'eau pure. Et donc, par exemple, toutes les centrales de désalinisation, ils rejettent de l'eau très salée dans la mer, et bon, ça dilue, quoi. Et donc, finalement, le seul déchet de ça serait éventuellement de l'eau d'une salinité intermédiaire, quoi. Donc, il n'y a rien de spécifique à ça. D'accord. Ensuite, 5, c'est tout. Juste un point sur les énergies renouvelables. Et ça, je pense que c'est un point important pour vous. Ça paraît stupide, mais par exemple, le photovoltaïque ou l'éolien, quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Ou le photovoltaïque, il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Oui, c'est un de nos enjeux, en fait, d'avoir quelque chose qui est capable de fonctionner en permanence. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intermittence. Et alors, c'est pas juste dire, voilà, j'ai besoin d'électricité pour faire marcher ma machine à laver la nuit. C'est pas juste dire ça. C'est aussi parce que le réseau électrique, c'est quand même quelque chose d'assez fin, en fait. Et un réseau électrique doit toujours marcher à puissance constante, en gros à débit constant, on va dire. Et donc, si par exemple il n'y a pas assez de photovoltaïque, c'est-à-dire qu'il commence à faire mauvais temps, donc la production d'énergie photovoltaïque chute, on est obligé de compenser. Il faut allumer une centrale électrique à charbon, il faut allumer autre chose, du nucléaire, augmenter pour compenser exactement. Et notamment en Allemagne, il y a beaucoup de photovoltaïque, c'est énormément développé, mais finalement ça implique aussi la création de beaucoup d'usines à charbon, en fait. Donc pour 1 mégawatt, de façon un peu caricaturale, pour 1 mégawatt de photovoltaïque créé, il faut créer 1 mégawatt de charbon, d'énergie fossile. Voilà. Donc c'est pas forcément si propre que ça, en fait. Et donc l'avantage de l'énergie osmotique, si je dois lister les avantages, c'est que c'est une énergie qui est non intermittente, elle est permanente, en fait. Il y a toujours de l'eau salée, quoi. Ouais. Ok, donc quel est le rendement actuel d'un prototype? En fait, vous avez à peu près répondu. Donc au lieu de rendement, on parle plutôt là de puissance, ce qui est plus intéressant, parce qu'on peut parler de rendement énergétique, mais c'est une bonne question, mais là il vaut mieux parler de combien de watts je peux créer par mètre carré de membrane. Et typiquement, voilà, les approches comme en Hollande, ils produisent, entre 5 et 10 watts par mètre carré, sachant que 5 watts par mètre carré, c'est un peu la limite commerciale, comme ils disent. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 watts, ça devient rentable de faire ces usines. Nous, au niveau laboratoire, on peut faire plus de 1000 watts par mètre carré. Mais sur des toutes petites surfaces, et donc
Voilà, si on, sur des grandes surfaces, on atteint 100 watts par mètre carré, ça sera déjà énorme, parce que ça serait beaucoup plus, ça serait un facteur 10 par rapport à ce qui existe. Donc c'est l'objectif. Merci, c'était toi. Quel rendement minimal faudrait-il atteindre avant d'envisager une mise sur le marché? Ouais, Voilà. ça aussi, vous avez dit. C'est 5 watts par mètre carré. Donc la 7. Quel serait le prix du mégawattheure? Pour l'instant, je peux pas répondre à cette question. Parce que tant qu'il n'y a pas de... on pourrait faire des estimations, mais c'est difficile. C'est une question très compliquée, en fait. Parce que tout ça, ça vient du prix des membranes, du prix de rentabilité. Si ça implique 20 ans de recherche, il y a le prix de la recherche qui va être dedans. Donc, j'ai du mal à vous répondre, en fait, pour l'instant. D'accord, parce qu'en fait, j'avais trouvé un prix. Donc, quand j'avais contacté quelqu'un travaillant à cette start-up de Rennes, il me semble que c'était Il a répondu Bruno Motet, peut-être Oui, voilà, oui, exactement. Et il m'a dit que le but à atteindre était de l'ordre de 40 centimes. D'accord. Bon, lui, alors voilà, lui a fait tous ses calculs. Donc, parce que donc lui, c'est lui qui dirige cette start-up, Bruno. Et effectivement, quand il va vers des investisseurs, il doit donner, c'est typiquement le genre de questions. Vous seriez des bons investisseurs, en fait. C'est les questions qu'il pose. C'est toi. Donc, quelles sont les conditions pour installer une centrale à osmose? Quand vous dites les conditions, c'est... Il faut avoir sur place pour pouvoir l'installer. Ouais, donc ça, alors a priori, l'idée la plus basique, c'est dire on veut une rivière et la mer à côté. Donc c'est les estuaires, c'est l'emplacement un peu idéal. En Hollande, là, ils ont plutôt pris les polders, c'est-à-dire les endroits où il y a la mer vous avez probablement dû voir cette centrale, non? Ça s'appelle Red Stack. Je ne sais pas si vous avez vu des images de cette. Non. Ouais. En Hollande, ça me dit rien. J'ai Ah oui. autre chose. Ça s'appelle Red Stack. Vous pouvez trouver ça, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Et donc eux, c'est un petit peu différent, c'est pas un estuaire, mais ça ressemble. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est tous les endroits où vous avez, par exemple, de l'eau très salée et de l'eau moins salée. Donc, par exemple, il faut voir que quand les puits de pétrole, les pétroliers, ce qui est pas toujours su, c'est que quand ils extraient du pétrole, ils extraient aussi énormément d'eau salée et de l'eau très très salée, et qui est normalement rejetée à la mer. C'est-à-dire, typiquement, Total nous disait que par semaine, ils remplissent le Stade de France. Donc c'est une drôle d'idée de remplir le Stade de France, mais, mais en tout cas, ça donne un peu l'idée de... En gros, pour un baril d'eau pétrole, ils tirent 3 barils d'eau salée. Donc c'est finalement... Il y a même certains articles qui étaient parfois provocateurs en disant, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas plus d'énergie dans l'eau salée qu'on jette que dans le pétrole? C'est pas vrai, mais ça pose quand même ces questions. Après, alors... je vous disais que nous, finalement, la start-up là, dirigée par Bruno Motet, elle est partie sur une application un peu différente. Donc, c'est une configuration un peu différente. Parce que l'idée... donc, vous voyez, il y a un endroit où on produit de l'eau pas salée à partir d'eau salée, c'est les usines de désalinisation. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, désaliniser l'eau, ça coûte cher, en fait. En fait, quand on désalinise l'eau, on crée de l'eau fraîche, voilà, qu'on peut boire, on peut mettre sur les cultures. Mais évidemment, on produit aussi de la saumure, donc de l'eau très très salée. Et cette eau très salée, elle est rejetée à l'eau dans la mer. On n'en fait rien. Mais en fait, là, l'idée, par exemple, de la start-up, c'est de dire cette eau très salée, je la remélange avec de l'eau de mer. Et donc, elle sera beaucoup plus salée que l'eau de mer, parce qu'intrinsèquement, elle aura été salée, donc au moins un facteur 2. Et en fait, quand on a typiquement une situation avec de l'eau très salée, de l'eau moins salée, et donc on peut créer de l'électricité qui peut être réinjectée dans l'usine de désalinisation. Donc moi, je vois ça comme un processus de turbo dans une voiture. Le turbo, en fait, il prend les gaz d'échappement
qui fait tourner une turbine qui augmente la pression des injecteurs. Donc c'est un circuit de recyclage en fait. Donc là, avec l'utilisation des saumures de désalinisation permettrait de réinjecter l'électricité dedans. Et en fait, donc là pour l'instant c'est purement théorique parce que ça n'a jamais été fait, mais les gains en termes d'énergie c'est jusqu'à 30%. Enfin, ça pourrait atteindre 30%, sachant que les grands groupes type Veolia, tout ça qui travaillent sur les usines de désalinisation, pour l'instant ils traquent le pourcent en fait, d'optimisation en énergie. Donc ça serait vraiment un pas important pour baisser le coût de la désalinisation, qui est un truc important, quoi. Donc là c'est une autre configuration, vous voyez. Alors, vous avez d'autres questions? Oui, on en a d'autres. Une seule. Une seule qui reste et c'est ton aide. Pensez-vous que les énergies renouvelables pourraient couvrir l'intégralité des besoins énergétiques mondiaux ou en arriver proche jusqu'à remplacer les énergies fossiles? Alors, moi, je crois pas, en fait. C'est une question très compliquée. Alors d'ailleurs, la question c'est est-ce que vous mettez le nucléaire ou pas dans les énergies fossiles. C'est en fait sans baisser notre consommation d'énergie, c'est-à-dire si on veut maintenir ce stade actuel, les énergies renouvelables actuelles ne pourraient pas suffire. Genre on peut, il y a des bouquins entiers là-dessus, il y a un très bon bouquin d'ailleurs, mais je pense qu'il faudrait que vous le revoyiez dans quelques années, mais c'est quelqu'un qui a fait vraiment tous ces calculs très précisément. C'est qui? C'est un Anglais dont le nom m'échappe, mais je peux le retrouver, je peux le retrouver après. Okay. C'est un super bouquin. Et qui a dit, en Angleterre, à force d'entendre cette question en disant mais ok, il suffit de faire du renouvelable. Et il y a plein de soleil, on a plein de vent, on l'utilise. Et lui a dit non, c'est un physicien, et il dit je vais mettre les chiffres, vraiment les chiffres. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai insisté sur les chiffres. Et quand on met les vrais chiffres, c'est compliqué, parce que c'est pas les énergies renouvelables, en fait, elles sont pas si efficaces que ça. Pour plein de raisons différentes. Donc voilà, tout à l'heure par exemple, je vous parlais de l'intermittence. C'est évident que si on fait du photovoltaïque, on ne peut pas se passer quand même du nucléaire ou du charbon. Et c'est mentir de dire le contraire. Par exemple, je vous donne un exemple. Voilà, un calcul que j'ai fait récemment. Très simple. Donc là, vous avez vu Nicolas Hulot, c'est Nicolas Hulot, oui, le ministre oui. Là, a dit ok, en 2040, il n'y a plus de moteur à explosion, que de l'électrique. Donc admettons qu'on passe tout le parc automobile électrique et qu'on conduise comme maintenant. Donc il faut à un moment donné remplacer tout. Vous voyez, typiquement on a des consommations gigantesques d'essence, donc on a une énergie folle qu'on achète pour faire rouler nos voitures. Il se trouve que le moteur électrique est plus performant que les voitures, donc finalement on a besoin de moins d'énergie. Mais on met le calcul exactement. Et en fait, pour faire à peu près l'équivalent du nombre de kilomètres qu'on fait actuellement, il faudrait en plus 13 centrales nucléaires. Donc, en plus, voilà. Donc c'est pas pédaler. Voilà. Et si vous voulez pas de centrale nucléaire, vous dites ok, je vais faire ça avec de l'éolien. Il faut couvrir la Corse avec des éoliennes. Et donc après, je vous laisse discuter avec les Corses. Oui. Alors là. Oui, mais enfin, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de notre TPE en fait, parce que quand on a vu les chiffres en fait de la consommation mondiale d'énergie, d'électricité, qu'on a vu le rendement de ce qu'on avait déjà, on s'est dit non, c'est pas possible. Et donc en fait là on essaye en fait de le prouver et en fait de réfléchir à comment est-ce que ce serait possible pour répondre pour pas seulement répondre à nos problématiques, non c'est impossible, mais en fait pour faire une ouverture. En mode c'est possible avec plusieurs conditions. Par exemple j'avais trouvé un chiffre qui était énorme, c'était sur notre facture d'électricité, en fait, en France, il y a 20% en fait qui sont considérés comme gaspillés en fait. Et en fait, si on considère que ce chiffre c'est à peu près le même dans tous les pays développés, on se rend compte que la quantité d'énergie qui pourrait être économisée est vraiment énorme. Donc c'est ça en fait. Un des enjeux de notre TPE, c'est de comprendre en fait quel serait le modèle vraiment qui permettrait d'avoir un monde 100% renouvelable.
Ouais, mais c'est... Enfin, déjà, de base, votre démarche, je la trouve super parce que il faut se poser les questions comme citoyen et citoyenne. Il faut se poser les questions, mais de façon objective. C'est-à-dire, et pour ça, il faut mettre les chiffres. Une nouvelle fois, j'en reviens toujours aux chiffres. Et pas croire forcément... prendre brut de pomme ce que les politiciens nous disent ou ce que la presse nous dit. Désolé. Non, mais je suis entièrement d'accord, mais complètement. Hein. Et donc il faut être éclairé là-dessus, et c'est seulement si on est éclairé qu'on prend conscience du problème et qu'on veut agir. Parce que sinon on se lave les mains, on dit ça marchera, voilà. Et à ce moment-là, effectivement, ce que vous dites sur les pertes, c'est très important. Et d'ailleurs, en fait, quelque part, récemment, il y a eu une sorte de micro-révolution sans qu'on s'en rende compte. Finalement, le fait qu'on soit passé des lampes à incandescence à toutes les LED, ça consomme quand même beaucoup moins. Vous voyez bien sur les paquets, on est passé de l'équivalent d'une lampe de 100 watts, elle fait 7 watts. Et c'était une consommation gigantesque en fait quand même, toutes ces lampes à incandescence un petit peu partout dans les maisons qui étaient laissées allumées. Moi mes enfants ils laissent toujours tout allumé hein. Quand ils partent ils sont écolos, mais il y a des limites. Mais et donc je sais plus où je voulais boucler, mais en tout cas effectivement il y a des changements de comportement à avoir, ça c'est sûr. Et donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie en fait finalement? Est-ce que une régression énergétique est souhaitable? Probablement, ça c'est sûr. C'est-à-dire on devrait, ça serait bien qu'on baisse notre consommation. Et donc ça c'est un effort individuel. Est-ce que c'est possible à l'échelle de la planète? C'est difficile, voilà, c'est compliqué, hein, mais bon, il y a parfois des démarches comme la COP21 qui sont encourageantes, d'autres qui sont... Et après, il faut prendre... Alors, vous voyez, toutes les discussions sur le nucléaire, je pense qu'il faut... Comme physicien, le nucléaire, il y a vraiment des soucis de stockage des déchets, des choses comme ça. Mais malheureusement, on n'a pas fait mieux actuellement. Donc, comme physicien, je vous dirais, c'est difficile de s'en passer. Si on veut atteindre plutôt une baisse du CO2, le nucléaire, on peut difficilement faire mieux. Parce que s'il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère, il y a des déchets qu'il faut garder et qui sont potentiellement dangereux. Et les centrales, c'est potentiellement très dangereux. Quand on a vu ce qui sont faites par n'importe qui, en Russie, en Ukraine, il y a des énormes soucis. Mais donc voilà, après, effectivement, il y a l'énergie, il y a le climat, qui sont deux questions un peu différentes, mais qui se rejoignent sur ces aspects-là. Donc, je sais pas... Vous avez d'autres questions ? Je trouve ça intéressant. Je pensais que votre TPE c'était vraiment très très scientifique, c'est-à-dire que vous vouliez maintenant que monsieur fasse des calculs mais en fait c'est plus sociétal, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour encore vivre demain sur cette planète. Enfin c'est oui. D'accord, je savais pas que c'était ça, mais donc ça c'est à fond mon sujet aussi. Hein. Ah ouais. Voilà. Mais sinon à part ça, est-ce que vous avez des choses à nous montrer? Je sais pas, ou c'est plus sur l'ordinateur, c'est carrément des calculs qu'on ne comprendra pas, ou ouais, je sais pas, vous avez des... enfin vous peut-être quand même, hein, je sais pas, ou vous avez des petits modèles de quelque chose. Il y a des expériences en bas que je pourrais vous montrer, mais sur cet aspect énergétique, maintenant finalement il y en a un petit peu, j'ai plusieurs salles d'expérience, mais il y en a un petit peu dans un institut juste à côté, là, l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Mais finalement maintenant, à l'instant T, tout ce qui est énergie, c'est fait par la start-up maintenant. Enfin, donc c'est à Rennes, quoi. C'est à Rennes, ouais, voilà. D'accord. Mais je ne sais pas si c'est important pour vous de voir un peu comment c'est fait. Ça serait cool. Ce serait intéressant, ce serait toujours la documentation à rajouter, mais c'est pas indispensable. En fait. D'accord. Je peux vous montrer juste que c'est un laboratoire après, et puis vous montrer par exemple les expériences de fluide. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire quand on a mesuré, on a mesuré une énergie, c'est sur quel système? Vous voyez, c'est tout petit, c'est minuscule. C'est pas du tout, on n'imagine pas une grande centrale. Ouais. Et voilà, donc c'est des choses comme ça, quoi. Donc ça, je pourrais vous montrer effectivement ensuite là. Ah, ce serait super ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Et vous voulez voir, ça va autre chose ou pour vous ça vous va comme ça Parce que moi j'ai encore d'autres questions, hein, mais si vous avez des questions, vous avez la priorité. Je pense que ça va aller. Ouais. Peut-être qu'avec votre question, on va se dire tiens. Oui, voilà. Mais alors c'est loin, là où il y a les expériences Alors là, il y a plusieurs types d'expériences. En tout cas, une partie de mon labo, elle est ici au -1, donc c'est. Ah oui, c'est juste descendre, quoi. Oui, ok. Descendre, ouais. Mais après, dans le labo, on fait
plein de choses assez différentes. Il faut aussi des manipes sur le ski. Donc, oui, sur le frottement de ski, c'est ça qu'il y a des skis, là. Produire de l'énergie en skiant. Et donc, a priori, ça n'a rien à voir, mais nous, on y trouve des points communs. Ah, je pense que ça c'est le plus intéressant, puisqu'on est là à faire. Et puis, parce après, que souvent, dans la recherche, c'est ça qui est important. Il faut garder une ouverture d'esprit et essayer d'avoir faire des sujets assez divers et variés. Et puis, donc là, c'est partie énergie, finalement. Comme je vous disais, moi, mon cœur de sujet, c'est pas l'énergie en soi. Mais par contre, je m'y suis intéressé et passionné suite à ces découvertes. Quoi. Mais à côté de ça, donc, on garde aussi d'autres sujets et puis on s'amuse pour essayer d'avoir C'est toujours un peu fatigant de faire toujours la même chose. Il faut se rafraîchir les idées. Ouais, ça c'est marrant aussi de se dire je sais pas ce que je vais trouver. C'est ça la recherche fondamentale. On cherche et après on se dit ça peut être telle et telle application. Mais on va pas forcément dans le but tiens il faut maintenant chercher quelque chose pour. Non. Et ça c'est difficile à vendre aux politiciens quoi. Parce que eux ils veulent. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, eux, ils veulent en général un truc garanti. Non, voilà. Dans 5 ans, qu'est-ce que vous allez obtenir? Mais ça, on n'en sait absolument rien. Ouais, et c'est pour ça il faut leur faire comprendre que la recherche fondamentale, justement sans objectif comme ça, terre à terre, est indispensable. Mais c'est vrai, comme souvent. Parce que là, sur l'énergie osmotique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est arrivé complètement par hasard. Alors, c'est un faux hasard dans le sens où on travaillait sur des nouveaux systèmes, enfin c'est des nouveaux nanotubes, donc c'est un projet qui dure depuis 7 ans. C'est-à-dire on a mis 7 ans pour arriver à faire ces expériences. Donc c'est des trucs très lourds, très compliqués. Et à la fin, à un moment donné, pourquoi on a mis de l'eau salée et de l'eau pas salée? C'est parce qu'on avait fait d'autres expériences avant qui n'avaient rien à voir avec ça. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas le faire là? Et c'est là où on a vu ces chiffres super bizarres, super énormes. Et donc ça, c'est vraiment ce côté de dire, on peut pas prévoir. À l'avance, ça, on l'avait pas prévu, en fait. C'est marrant. Et voilà. Alors, donc j'ai d'autres questions, mais on peut les poser sur le chemin. Si on descend pour montrer les... Oui, d'accord. Ça va? On descend pour voir le labo, parce que... On revient, hein, ça va? On peut laisser nos affaires? Ok, super. C'est beau, hein, là, avec la vue et tout. Ah, la vue. Sympa, hein, comme lieu de travail. Alors oui, bon, voilà, en marchant, on peut... Oui. Parce que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est, pourquoi, pour l'instant, le rendement n'est pas, ou vous n'avez pas parlé de rendement d'autre chose, n'est pas à la hauteur. Alors, j'ai lu, par exemple, que parfois, les membranes se bouchent, enfin, il y a des grains de sel, c'est ça. Enfin, c'est des choses comme ça, en fait. Alors, ce qui bloque le rendement, c'est pas forcément ça. Attendez, je prends juste la clé. Bien sûr. Ok. C'est intéressant. Oui, c'est très bien. Là, on va voir le labo, c'est cool. Oui, quand tu as dit ça, oui. Ouais. J'écoutais le labo. Et c'est bien de faire la science. J'espère qu'il y a un manque de femmes en science. Oui, là, vous avez pas jeune fille. Ça, c'est bien, la relève arrive. Là, vous pouvez vous retrouver ici dans quelques années. Moi, c'est surtout le domaine de la géologie. Le département de géo, il est là. Pour enfin, il me faut toujours de l'ambiance, en fait. Ouais, bonjour. Donc ici c'est le département de physique en fait. D'accord, ok. Ça va un peu dans tous les domaines. Ouais, bah oui. Physique, quantique. Oh là là. Je trouve ça passionnant, mais j'ai vraiment oublié, mais j'adore enfin tous ces trucs complètement fous, enfin qui expliquent l'univers, voilà. qui contribuent à comprendre qu'est-ce qui s'est fait, le Big Bang et tout ça. Enfin, donc la mécanique quantique, tout ça, faut connaître pour comprendre. Ouais, c'est une partie. Je trouve ça passionnant, mais c'est dommage, j'ai complètement tout oublié. Ouais. Mais ça aurait été quelque chose qui m'aurait intéressé. Hein, mais voilà. Ouais. C'est un métier super, justement. C'est un
un jeu permanent. Bah, et voilà, c'est ça, de découvrir ce que personne n'a encore découvert. Ouais. Je voulais juste vous montrer, parce que ça, le poster il était là-haut aussi, mais juste pour vous dire en gros ce qu'on fait. Donc justement tout à l'heure quand je disais on fait l'écoulement dans des tout petits nanotubes, c'est que en fait on joue avec des tubes qui sont des choses comme ça, qui font quelques nanomètres. Je sais pas si ça vous dit quelque chose un nanomètre. Et donc les tailles de ces tubes sont justement de l'ordre de. Salut Laetitia. Laetitia qui est en thèse. Et donc on fait des systèmes où on peut regarder comment s'écoule de l'eau ou des ions à travers ces nanotubes. Et pour ça, il faut fabriquer des systèmes ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment, on a une sorte de pointe et après on vient chercher un nanotube et après on joue avec en 3 dimensions et puis on fait de la couture. C'est-à-dire à un moment donné, on a un trou qui fait 200 nanomètres, on vient l'insérer dedans. C'est ça sur les images là. On vient le coller. On fait un peu des Lego avec des objets de quelques nanomètres. Et donc ça c'est comment on fabrique les systèmes, puis après on mesure, voilà, c'est ce que alors ça c'est ça, bon, ça vous dit peut-être rien, mais voilà, ça dit plus quelque chose quoi. C'est là où on fait des expériences, on mesure le courant entre de l'eau très salée et de l'eau peu salée. C'est ces choses-là. Alors, je peux prendre en photo? Oui, allez-y. C'est pas secret. Non. Les membranes plasmiques, elles sont percées de nanomètres. Ce que vous appelez membrane plasmique, c'est dans le corps, délire ou... Dans les centrales osmotiques. Ah oui, ouais, elles sont percées. En fait, actuellement, les membranes, effectivement, il y a plein de trous, c'est des passoires, c'est du gruyère en fait plutôt. C'est pas il y a des pores bien droits, mais c'est plutôt quelque chose avec une sorte d'éponge, avec des trous un peu tout petits en fait. Et c'est quoi à peu près l'épaisseur d'une membrane? Alors l'épaisseur, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est 10-100 microns dans leur cas, je pense. Les 10 à 100 microns. Après, ces membranes, elles sont faites, c'est des cylindres en fait. Je sais pas si vous avez vu. En gros, c'est des membranes où c'est comme si on les recourbait. C'est des sortes de spirales. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, vous voyez, en fait, une membrane, c'est une feuille, en fait, comme ça. Donc cette feuille, elle fait peut-être 100 microns d'épaisseur. Après, souvent, c'est une structure, il y a plein de choses, en fait, parce que ces membranes, elles doivent supporter des pressions très élevées. Donc en général, ils mettent un peu d'autres matériaux qui sandwichent, qui viennent aider à la tenue mécanique. C'est juste pour qu'elle ne s'arrache pas, en fait. Donc il y a la vraie membrane qui permet aux ions de passer ou pas passer. Puis après, là-dessus, il y a d'autres choses qui viennent renforcer toutes ces membranes. Et après, tout ça, c'est des feuillets et qu'on enroule sous une forme de gros cylindre. Donc souvent, si vous voyez des photos de membranes de désalinisation, vous verrez, c'est des gros tuyaux, en fait, comme ça, des gros tubes. Donc on met l'eau dedans. Ouais, mais ça, c'est pour désaliniser, c'est pour l'osmose inverse. Enfin, oui. C'est ça, pour l'osmose inverse. Mais finalement, l'usine, par exemple, de Statkraft, oui, elle est basée sur ce même principe, à l'envers. D'accord, ouais. Ok. Il me semble avoir vu une photo, il y avait un cylindre en fait. Enrobé sur ça, ouais, enroulé. Mais ça, c'est pour désaliniser. Mais Ça, vous dites que c'est le même principe pour l'osmose, pour la technique de PRO, ce qui était à Statkraft en Norvège, c'était ce même principe, donc c'était les mêmes membranes. Ah, ok. Celle de Hollande, le principe est un peu différent, mais finalement, là, ils utilisent un peu le même genre de... Ils appellent ça des stacks. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pour qu'il y ait plus de rendement. Rendement, c'est pas le bon terme, vous avez dit quoi? Donc plus de efficacité. puissance. Plus de puissance, c'est améliorer les membranes. Améliorer le mètre. Donc, mais comment? Justement, en fait, en utilisant des nouveaux matériaux. Donc mais là, il faut qu'elle soit plus comment? Plus quoi? Alors, nous, dans notre cas, en fait, ces membranes, souvent, enfin, tout ce domaine des membranes, il y a toujours une vision où les gens disent c'est les passoires, en fait. Et si vous regardez, il y a un épisode, je ne pense pas que les jeunes ils connaissent les Shadocks, mais il y a tout un épisode des Shadocks sur la logique des passoires. Et les Shadocks, c'est ces bestioles-là. D'accord, si vous voulez prendre des photos, si tu veux. Et donc en fait souvent, par exemple c'est les membranes de désalinisation ou ces membranes qui sont utilisées dans les différentes techniques, elles sont faites pour que par exemple l'eau elle passe mais pas les ions qui sont un tout petit peu plus gros. Donc il faut des trous qui sont très petits, qui font quelques angstroms. Parce que angstrom, donc c'est encore plus petit, c'est la taille d'une molécule en fait. Donc voilà.
Et pour le sel, pareil. C'est-à-dire il y a ces membranes qui laissent passer un ion mais pas l'autre. Il faut qu'il ait une taille aussi très très petite. Et en fait, nous, dans notre cas, les membranes qu'on utilise, elles utilisent un mécanisme qui est complètement différent, que je ne vais pas forcément détailler ici, mais qui est... et qui en fait qui n'a pas besoin de ça. Donc les trous sont beaucoup plus gros. En fait, beaucoup plus gros, c'est 10 nanomètres, 20 nanomètres, donc c'est-à-dire on peut mettre plein de molécules d'eau. Enfin, c'est reste petit, hein, mais... Et surtout, les surfaces de ces trous est très très chargée. Il y a une charge de surface. Je ne sais pas si vous voyez la charge, ce que c'est. Vous avez déjà été au Palais de la Découverte, là. Enfin, oui. On fait s'électriser les cheveux, enfin pas moi, mais donc ça, c'est les charges. Et donc, par exemple, les matériaux, pourquoi nous, dans notre cas, on obtenait des puissances énormes? Pourquoi on a obtenu des puissances énormes? Parce qu'on avait un matériau qui, sans le savoir, avait des charges de surface gigantesques. Et donc il y a une raison pour ça, enfin, on travaille dessus. Et donc voilà, donc, ces nouvelles membranes, finalement, elles utilisent des matériaux qui ont des charges de surface, et ça, c'est pas si évident que ça, enfin des charges très très élevées de surface, et des géométries un peu particulières. Moi, je sais pas ce que c'est. Vous savez, non. La charge de surface, c'est ce qui... ma femme, elle râle toujours parce que si vous avez on a des lampes, des lampadaires là, en plexiglas, il y a toujours plein de poussière qui vient dessus. Ouais. Ça attire en fait. Et ça, c'est par l'électrostatique. La poussière est chargée, elle vient s'attirer. Si vous souhaitez, il y a ces expériences qu'on faisait avec la bakélite, des règles. Si vous prenez une règle, vous mettez une peau de chat, enfin une peau de lapin. D'accord, c'est chargé en électricité. L'électricité, ouais. Mais ça joue comment dans l'eau qui passe et qui laisse pas passer le sel? Ça, je n'ai pas compris. Alors, ouais, ça c'est compliqué. C'est là, il faudrait vraiment rentrer dans le processus. Et disons que plus il y a de charge à la surface, ça c'est une propriété intrinsèque. Ces surfaces-là, quand on les met dans l'eau, elles présentent naturellement des charges à la surface. Et en fait, si ces charges de la surface, elles ont leurs voisines, enfin leurs charges jumelles qui sont dans l'eau, qui ont un signe opposé. Donc en gros, plus on a une charge de surface, plus il y en a dans l'eau, et plus quand je les déplace, ces charges, plus je vais créer un courant électrique fort. Enfin, en résumé, très brièvement, c'est un petit peu ça l'idée. Peut-être je n'ai rien compris, mais la rapidité de l'eau est plus forte, enfin il y a plus d'eau qui passe. Non, c'est qu'à une vitesse d'eau donnée, on emmène plus de charge. Ah. Et après, le phénomène... ça c'est couplé avec un phénomène où si on a une différence de salinité, on crée un flux d'eau. C'est ça, voilà. Ça c'est l'osmose. Et là c'est une osmose un peu particulière et ça fait qu'on déplace l'eau, et l'eau en se déplaçant, elle emmène les charges qui sont libres. Et donc comme il y en a beaucoup localement, et on crée un courant électrique très fort. En fait, les charges, c'est les ions? C'est les ions. Ah, voilà. Ah d'accord, voilà. Et donc c'est là les... Alors là, il n'y a pas forcément les... Sophie. Bonjour. On fait un petit reportage. Sophie, elle est en thèse avec moi, il y a une petite à la haut, et puis les autres sont partis, je crois. Et donc là, ça c'est un labo typique ici. Et donc il y a plusieurs types d'expériences. Sophie, elle fait des expériences sur des ports, mais un peu plus gros. On regarde les effets dynamiques. Enfin bon, il faudrait rentrer. Là, c'est des expériences, on fait des expériences pour mesurer le frottement du ski, parce que c'est facile à... Et il n'y a pas de ski là-dedans, mais c'est des expériences dans un congélateur. Et alors, c'est des expériences où on vient faire frotter des billes sur de la glace, et puis on essaie de voir comment la bille frotte sur la glace, et notamment c'est en lien avec tous les aspects... vous savez, sous les skis, on met des fartes, du fartage. Et donc ça permet de la glisse plus ou moins forte. Et donc on essaie de comprendre ça, parce que c'est un truc qui n'est pas du tout compris en fait. Ah bon? Donc ça, c'est un sujet on fait ça ici. On a des collègues à l'école polytechnique qui ont une vraie piste de ski dans un container. Et donc là, ils font vraiment frotter des skis. Et on fait ça en collaboration avec l'équipe de biathlon de France, avec Martin Fourcade. Ah ok. Donc eux, voilà, on a découvert certains produits glissaient mieux, donc ils ont testé. Enfin bon, voilà, on est en plein dedans. Là. Donc, voilà. Super. Et ensuite les expériences plutôt à plus petite échelle. Vous voulez prendre une photo pour le TPE avec le scientifique et tout ou... Hein? Ça vous sert ou pas? Oui.
Elles peuvent vous prendre en photo Oui. pour leur travail. Vas-y, si tu veux. Ouais, mais ça va pas te perturber. Il fait super. Tu peux prendre une photo si tu veux. Celle-là, en fait, c'est aussi parce que elle est là. Donc typiquement, par exemple, un montage parmi d'autres, c'est donc vous voyez, par exemple, ça c'est une pipette, c'est classique. Et en fait, cette pipette, on peut l'étirer jusqu'à à la fin de la pipette, on peut atteindre 50 nanomètres, voire même plus petit encore, donc c'est tout petit. Et à la fin de cette pipette, on vient mettre un nanotube, comme je vous ai montré tout dehors. Et donc là, à la fin, on a vraiment une aiguille dont la taille est nanométrique, quoi. Et après, on fait couler des liquides dedans. Alors ça, normalement, tout est fermé. Ça, c'est un réservoir, il y a de l'eau. Et ça, par exemple, on le met sous le microscope, là, donc un microscope comme ça. Donc lui, c'est un microscope un peu spécial. Et on peut mesurer, on peut en déduire des choses sur l'écoulement à travers le nanotube à partir de ces mesures-là. Donc ça, c'est pas que ça, par exemple, c'est ce qu'on a fait récemment sur. On a montré que ces nanotubes-là, ils avaient des propriétés d'écoulement très bizarres. Ils coulent beaucoup mieux que n'importe quoi d'autre. Voilà, c'est aussi des matériaux un peu bizarres. Donc ils glissent sans frotter. C'est comme si, c'est-à-dire que l'eau coule dedans quasiment sans frottement. Donc ça, c'est pour l'osmose. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Mais en tout cas, ça peut servir, ouais, exactement. Ouais. Et donc ça, c'était pour montrer, en fait, dans tous ces domaines-là, de l'osmose, tout ça, récemment, on s'est rendu compte que le carbone, tous les matériaux carbonés sont très intéressants, en fait. Ils ont des propriétés un peu exceptionnelles, qui sortent du lot par rapport à ce qu'on sait par ailleurs sur les. Donc en fait, de plus en plus, il y a des recherches sur les membranes en carbone, en fait, dans ce système-là. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, il y a eu la révolution de la découverte du graphène. Donc le graphène, je ne sais pas si vous avez vu, c'est des matériaux bidimensionnels, on dit. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur, il y a un atome d'épaisseur, et c'est une sorte de réseau d'abeilles. C'est des hexagones qui sont. Et en fait, on peut faire des feuillets extra fins de ça. Et avec ça, on peut faire des membranes. Donc sauf que c'est des membranes un peu ultimes où l'épaisseur, au lieu de faire 100 microns, elle fait 3 angstroms. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et 100 microns, ça se voit on peut les voir. Là, on peut les manipuler. Ouais. Alors, je ne les ai pas ici, j'en ai de l'autre côté. Mais c'est comme une feuille de papier. Oui, c'est ça en fait. C'est des feuilles. Ouais. Ça ressemble beaucoup à des feuilles de papier, en fait, les membranes. Ouais. Alors c'est des feuilles de papier sandwichées entre plusieurs trucs, comme je vous disais tout à l'heure pour la tenue mécanique, mais ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Voilà, donc l'enjeu pour l'osmose, c'est vraiment trouver des membranes plus efficaces. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, finalement, pour rebondir sur tous les aspects énergie osmotique, ce que vous posiez, c'est que on se rend compte que finalement les approches actuelles, les technologies actuelles, ils ont, donc je disais la PRO, la RED, ce que je vous ai cité tout à l'heure, en fait elles utilisent des membranes classiques, celles qu'on connaît déjà, mais elles font une sorte d'optimisation autour de cette membrane. Et nous, finalement, un peu par hasard, on est venu dans le sens inverse. On est parti plutôt de la membrane, qui est le cœur des phénomènes de l'osmose, et tout ce qu'il y a autour, on le reconstruit tout doucement, quoi. C'est-à-dire que, donc, en fait, moi, je suis convaincu que le cœur du progrès, ça va venir de ces membranes. En fait, c'est de développer des membranes plus efficaces, en fait. Donc c'est un de vos jobs là actuellement. Oui, c'est de trouver des nouveaux matériaux, d'autres choses. D'accord. Ouais. Donc, et après, il y a plein d'autres systèmes. Donc là, finalement, c'est une paillasse typique, le bordel. Et donc, je sais pas, typiquement, par exemple, là où on faisait ces expériences avec un nanotube, c'est typiquement dans des systèmes comme ça. C'est-à-dire, on vient mettre une petite surface avec, dedans, il y a un nanotube. Et on vient faire un petit sandwich, là, comme ça. Et puis on le ferme en le mettant dans un système comme ça. Enfin bon, on a tout un dispositif. Et à la fin, ce qu'il faut imaginer, c'est si vous imaginez une grande salle de cours, à la fin tout coule dans un des cheveux. C'est-à-dire que c'est un cheveu qui sépare les deux salles de cours et on regarde ce qui se passe dans le cheveu. Donc, voilà. Et donc évidemment, ce qu'il faut, c'est que on soit sûr que tout passe dans le cheveu, tout ça. Donc c'est pour ça que ces expériences ont mis du temps à développer. Donc là, les toutes premières mesures, elles ont été faites dans des systèmes un peu comme ça. Après, on les utilise pour plein d'autres choses maintenant, mais
Mais essentiellement, voilà, on fait des solutions. Ça, c'est des solutions salines avec différentes concentrations. Enfin, bon, mais comme je disais, là, sur les vraies membranes, c'est plutôt fait. On a des vraies membranes dans l'autre laboratoire et puis aussi à Rennes. Vous êtes souvent à Rennes aussi Alors là, Rennes, de toute façon, ça vient de commencer, Rennes. Mais okay. Là, pour l'instant, c'était plus. On a souvent des échanges. Mais je dois y aller là dans 15 jours. Là, donc, parce que moi, j'aimerais bien y aller pour le reportage. Oui, Bon, ça vous intéresse aussi, j'imagine. Hein. Donc, et il y a d'autres choses à voir ou vous me dites pas, c'est peut-être pas la peine parce que tout est ici. Disons que ce que vous verrez là-bas, c'est qu'ils ont des membranes plus grandes, etc. C'est-à-dire qu'ils fabriquent les membranes sur place dans d'autres matériaux que ce qu'on a. D'accord. Et puis, voilà, eux, ils ont aussi une partie un peu plus chimique, c'est fabrication des membranes, dans ces matériaux divers. Donc, après, la configuration, ça ressemble à un laboratoire, en fait. Oui, voilà, c'est juste... là, on voit déjà pas mal de choses, quoi, en fait. Ouais. Tout à fait, puisque c'est pas encore un prototype. Non, comme vous avez dit. C'est au tout début, là. Ouais, d'accord, ok. Voilà, puis après, donc on a une salle au sous-sol, parce que vous avez vu, on a des images électroniques on peut imaginer des choses avec des résolutions de quelques nanomètres, et ça, on a un microscope électronique au sous-sol, donc voilà. On utilise beaucoup ça. Donc c'est un domaine qui a l'interface sur la physique, il y a un peu de chimie, il y a des nanosciences, voilà. Ça mélange un peu tout, en fait. Vous êtes physicien? Oui. D'accord, ok. Mais vous connaissez un peu le reste aussi, quoi, la chimie? Oui, il faut. Évidemment. C'est pas... La femme est chimiste. Alors, vous pouvez vous échanger. Et vous m'avez dit au téléphone que vous pensez que ce soit la photovoltaïque et l'éolien et tout ça ne marchera pas. Est-ce que à cause de l'intermittence alors c'est vrai que c'est des affirmations un peu fortes, quoi, mais c'est aussi pour oui, après vous me dites ça vous prenez pas, quoi. Non, mais en fait, moi je réagis comme ça aussi de façon assez forte aussi parce que finalement les politiques ils ont que ça à la bouche, en fait, photovoltaïque et éolien. Ouais. Et donc vous avez dû voir, en fait, ils font des investissements assez lourds là-dessus. Et en fait, les résultats, ne sont pas forcément à la hauteur. Enfin, le photovoltaïque, ça coûte cher. Les rendements sont pas si bons que ça. Et donc, et puis voilà, si on devait éclairer toute la France en photovoltaïque, il faudrait couvrir le Sahara. Donc c'est une solution qui est très bien. Enfin, je veux dire, technologiquement, c'est super, mais il ne faut pas prendre ça comme la chose qui va révolutionner complètement, qui va résoudre le problème, en tout cas. Et est-ce que ça peut devenir plus efficace? Parce que vous dites qu'il faut couvrir le Sahara. Est-ce que il y a plus de performance à Alors, il y a les nouveaux matériaux qui sont constamment découverts mais pour l'instant, on n'a pas un facteur 2 ou 3 qui est attendu. Mais bon, après, je peux peut-être me tromper. Hein. Peut-être que dans 10 ans, il y aura un matériau complètement inattendu qui permettra de faire ça. Mais ce que je dis toujours aussi, c'est pour construire tout ça, il faut des matières rares, et ça, c'est des trucs qui ne sont pas forcément renouvelables et on ne peut pas forcément tout recycler. Enfin, le photovoltaïque, c'est vrai, même pour les éoliennes, parce que pour les éoliennes, il faut des alliages un peu spéciaux. Et qui, en plus, je crois qu'une partie des alliages n'est disponible qu'en Chine, donc ça pose quand même des problèmes politiques. Bien sûr, oui. Ouais. Et voilà. Donc faut faire attention. Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Et quand j'ai vu tout va être que des voitures électriques et tout, ça me fait rigoler. Enfin, mais pédaler, quoi, prenez des vélos. C'est ça l'énergie qu'on a tout le temps à disposition si on veut continuer à vivre. Enfin, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? D'où vient cette électricité? Mais par exemple, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on travaillait aussi sur la photosynthèse artificielle.
Donc en fait, c'est une feuille qui est... Enfin, t'expliqueras mieux que moi, je pense. Oui, c'est une feuille qui est composée de deux métaux, c'était le cobalt et le silicium. Et puis après, un alliage de métaux, enfin, c'était nickel, molybdène, je crois que ça s'appelle, D'accord. et un autre que je me rappelle plus, c'était quoi le nom. Mais enfin, ces métaux sont difficiles à trouver et aussi à recycler après. Ouais, ça je peux pas, je connais pas assez, je peux pas le dire. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est ça, ouais. Donc il faut, je pense, vraiment baisser notre consommation d'énergie, comme vous dites. Hein. Je pense que tous les scientifiques Ouais, sérieux. Ouais. Ou faire le nucléaire. Oui, Enfin, mais après avec c'est- tous les dangers que ça. Ouais. C'est une question. Et là aussi, il faut des matières premières, enfin, il faut de l'uranium, enfin, Bien sûr, il faut plein de choses, même pour construire les centrales. Enfin, rien n'est juste comme ça. Enfin, le soleil est là, ok, mais comment? Quand est-ce que ça a été... On a découvert que l'osmose, on pouvait produire de l'énergie avec. C'était un moyen... Je crois qu'il y a les premiers papiers, je crois que c'est dans les années 70, je crois que ça c'est dans ces eaux-là. Enfin, les premiers articles, c'est pas si vieux que ça, enfin, c'est il y a 40 ans, mais c'est pas si vieux que ça en fait. Enfin, en tout cas, cette idée de dire, mais est-ce qu'on peut pas faire vraiment une vraie centrale utilisant vraiment ça Et la première centrale, c'était... C'était il y a une dizaine d'années, 15 ans, je sais pas, je me souviens plus. Ouais, C'est récent. elle a été fermée il y a quelques années, donc, enfin, elle est mise en veille il y a quelques années. Donc, Parce qu'ils se sont dit, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse des membranes plus efficaces, etc. C'est ça. Il faut plus de recherche un peu plus fondamentale. C'est ça. avant de- Disons qu'avec l'état des connaissances actuelles, ils ne pouvaient pas pousser. Enfin, ils n'avaient pas les résultats qu'ils attendaient, enfin, qu'ils espéraient. Ouais. D'accord. Bon, on vous a occupé pendant 1 heure là. Ah non, mais Vous avez d'autres questions? Non, ça va. c'est vrai. Vous avez vraiment répondu. Il y a beaucoup de données. Ah non, c'était. Ah oui, mais là, je pense que ça va être chouette, non? Merci beaucoup. Hein. Pardon. Là-haut, c'est les bureaux, et puis dans l'équipe, il y a des expériences et des théoriciens. Ok, d'accord. Alors, mais vous faites constamment les deux, non? On fait constamment les deux. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Parce que c'est aussi une spécificité de l'équipe. En fait. Ouais, ouais. Mais vous enseignez aussi? Oui, D'accord. Et où? ici, à l'ENS. Ok, d'accord. Ok, c'est pour ça que vous êtes basé là. Ouais. Ah, c'est sympa. Ça donne envie. Ouais. Donc, ouais, je sais pas si je vais recontacter Bruno Mottet. Finalement, peut-être je sais tout maintenant. En ayant été ici. Mais moi, ce que je défends, c'est qu'il faut garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que quand tout à l'heure je parlais de photovoltaïque, éolien, et finalement la fin de ma conclusion de ça, c'est de dire c'est très bien, mais c'est exactement ce que votre TIP, vous avez bien cerné le problème, c'est de dire il faut explorer d'autres choses. Et que malheureusement, pour l'instant, il y a assez peu de recherche, d'encouragement à aller vers d'autres approches en fait. Donc il faudrait au contraire dire voilà, on prend le problème à cœur et on essaye tout ce qui nous passe par la tête, et puis dans l'eau, il y en aura peut-être une qui marchera, voilà. Mais il faut rester plus ouvert que ce qu'on est pour l'instant. Oui, c'est la pensée unique partout. Maintenant, on a identifié que l'énergie du soleil, ça va un peu de soi. Donc, voilà, on mise tout là-dessus. Et c'est pas du tout ça, quoi. Hein. Ouais. Oui, je vois ça. C'est ce problème-là de la pensée unique. Il y a ça. Et c'est très difficile de se faire entendre avec autre chose, j'imagine. Ouais. Enfin, moi, j'ai découvert l'osmose. J'avais vu l'osmose inverse. J'avais vu des trucs au Cap-Vert. Il y a une sorte de centre intéressant sur les énergies renouvelables et tout. Ils m'ont montré ça, mais c'est elles qui m'ont appris l'existence de l'osmose. On ne connaît pas beaucoup. Hein. Mon chef, on est une rédaction, on fait la science entre autres. Et il adore tout ce qui est nouveau et tout, je ne connaissais pas. Hein. Non, Ouais. c'est Mon assez chef de confidentiel. rédaction, C'est très confidentiel. Ah ouais, donc vous avez de bons flairs. Hein. Ah ouais, je sais pas comment vous Il y a eu un avez. film là, je sais pas si vous avez vu du sel dans mon moteur. Vous l'avez vu ou pas? Du sel dans mon moteur? Sur l'énergie associée
associée à ouais, l'énergie plutôt associée à l'osmose en fait, en général. Ah ouais? Ça s'appelle du sel dans mon moteur. Ah d'accord. Si vous m'envoyez un mail, parce que j'ai un lien, que je crois que c'est difficile de le retrouver sur internet, parce que je crois que Ah oui, c'est un d'accord. truc qui était passé sur France 5, Ah oui, ok. qui dure 50 minutes. Et je pourrais vous l'envoyer parce qu'il y a des belles images. Ils étaient venus ici, puis après ils avaient été en Sardaigne, ou en Sicile plutôt. Ils avaient été en Hollande, là, donc c'est là où il y a le Restac, où vous verrez les images. Ah, ce serait pas Ça mal, serait- non? Je pense Ouais, que ouais. envoyez-moi un mail, et puis comme ça je vous renvoie un lien vers ce truc-là. Parce que c'est trop gros pour que je vous le... À moins que vous ayez une clé USB, je peux... Moi peut-être. Ouais, si je peux... Ça vous gêne pas? Non, Vous non. avez pas peur de virus? Ah. Non, mais je vais voir. Ouais. Voilà. Je pense que